Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes devant le deuxième épisode d'une série de 3 vidéos consacrées aux espaces naturels protégés. Dans cet épisode, Cyril, garde de la réserve naturelle nationale du Tanay-Gazon du Fin, vous explique divers points de réglementation et leur raison d'être. On va vous parler de la place des chiens dans ces espaces naturels, mais aussi du bivouac et du feu. Je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve devant un panneau d'entrée, un des panneaux d'entrée de la réserve nationale du Tanay-Gazon du Fin. On s'est encore déplacé, donc là on est toujours sur la réserve, on est à l'entrée de la réserve là. C'est ça, on est sur l'entrée au niveau du Gazon du Fin, donc sur le sentier donc, qui vient du lac du Forlet. Et on arrive juste à l'entrée de la réserve naturelle, qui est bien matérialisée donc, avec ce panneau d'entrée. Donc on ne peut pas ignorer qu'on est sur une réserve, hein, ou alors c'est qu'on a une canne blanche, donc là on a une excuse. Et en plus on ne peut pas ignorer la réglementation. Alors on va l'expliquer, hein. Donc en plus c'est bien parce qu'on a un petit peu plus que d'habitude là. On reviendra dessus. Alors on l'a en petit là, puis on l'a en plus gros là, je ne sais pas si c'est visuel. Alors un truc qui m'intéresse particulièrement, moi forcément, hein, le marcheur et son chien, c'est que je vois qu'ici le chien est autorisé, mais tenu en laisse. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on doit marcher avec un chien tenu en laisse, même s'il est très obéissant et qui revient en rappel, pourquoi ici on peut, et pourquoi par exemple ailleurs c'est complètement interdit? Alors, ouais, comme tu le disais, il y a plusieurs niveaux de réglementation sur les réserves naturelles. Celle-ci, donc le chien est autorisé en laisse pour plusieurs raisons. Parce que déjà on est sur un axe de passage, on est sur le GR5. Les gens qui vont faire ce circuit ne passent pas forcément que sur la réserve naturelle. Ils viennent des fois de plus loin, ils vont sur une autre destination en dehors de la réserve. On n'a pas voulu les pénaliser en leur faisant un gros détour, parce que là du coup on n'a pas beaucoup de sentiers non plus disponibles. Donc c'était de les laisser traverser la réserve avec leurs chiens, mais bien sûr en laisse. Alors pourquoi en laisse? Parce qu'on a plusieurs interactions entre les chiens et la nature qui peut être possible. Alors si le chien déjà n'est pas attaché, le chien il va aller marquer son territoire un petit peu partout, ce qui peut être pénalisant pour d'autres espèces, de canidés, hein, ou même d'autres espèces aussi. Par exemple le renard, lui, ce qu'il va faire, il va repasser derrière le marquage du chien pour remarquer son territoire. Ça va lui prendre beaucoup de temps, ça va l'user aussi un petit peu, vu le nombre de chiens en plus qui passent sur la réserve, ça peut être très, très usant pour ces animaux. On a eu deux autres raisons aussi, c'est le dérangement, parce que les chiens vont petit à petit divaguer. Alors il y en a qui marchent au pied, hein, c'est sûr, mais on ne peut pas faire de différence parce que, comme tu le sais, la loi elle est la même pour tout le monde. On ne peut pas dire le chien qui marche au pied, il a le droit, le chien qui est attaché, qui divague, il n'a pas le droit. Donc la loi est la même pour tout le monde, que ce soit petit chien, gros chien, on a souvent cette réflexion qui vient des personnes qui fréquentent la réserve. Par des petits moucherons, c'est moi qui ai encore des trucs trop sucrés à midi, mais des trucs qui me bouffent. Bon, pour l'instant moi ça va, peut-être qu'ils me connaissent déjà. Ils ont déjà goûté. Et donc ce facteur de dérangement est très important. C'est pour ça qu'on va demander aux personnes de tenir leur chien en laisse. D'accord. Ouais. Et donc, là où c'est strictement interdit, je parle ici sur les 5 réserves nationales, on ne va pas commencer à compliquer la vie avec les réserves biologiques intégrales, etc. Je sais que par exemple, le Frocontal, à part, comme tu disais tout à l'heure, le GR5, on peut passer sur les hauteurs du Frocontal avec le chien. En bas, on ne pourra pas, sur le GR531. Et Servance, le ballon comtois, hein, là c'est strictement interdit, même à certains endroits c'est interdit à l'humain. Alors pourquoi là-bas ça va être strictement interdit? Alors, c'est pas que ces endroits-là, on a des parcs nationaux où les chiens sont complètement interdits, parce que comme on le disait, rien que le marquage, même des fois au bord de sentier, ça peut avoir une incidence sur la fréquentation des animaux sauvages, et ça peut aussi changer les comportements de ces animaux. Ça veut dire que ces animaux qui ont tendance à rester pas loin des sentiers, mais même avec la présence des chiens, ils peuvent s'enfuir ou partir de ce secteur. Après ici on est quand même sur des grandes chaumes, donc les animaux même s'ils ne sont pas très très loin du sentier, si l'animal est en laisse, on a quand même moins de problématiques par rapport au dérangement, on a moins, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on ne va pas avoir de grands cervidés qui vont rester juste à côté du sentier sur des grands espaces ouverts, en pleine journée. Ouais, ici un peu plus bas, là on a un pâturage de vaches par exemple, on a une présence humaine qui est de toute façon déjà marquée, contrairement au ballon comtois qui est déjà beaucoup plus sauvage. Vraiment quand je vais là-bas, la seule fois où je suis allé me promener là-bas, que j'avais pas le droit, je m'en suis rendu compte. Et quand on est sur le ballon d'Alsace et qu'on se promène un petit peu, en bord de réserve, on a quand même une impression d'endroit très sauvage où j'ai même pas vu de pâturage, où on est dans les forêts presque mythologiques, quoi. Tu m'avais parlé aussi une fois à notre première rencontre qu'il y avait un problème aussi avec des fois nos chiens qui sont traités avec des médicaments ou des vermifuges.
C'est ça, donc il y a aussi la diffusion de ces vermifuges, parce que quand on a notre chien en laisse, les vermifuges vont être concentrés au bord du sentier. S'il y a le chien qui commence à divaguer, forcément, ils vont faire leurs besoins beaucoup plus loin et ça va avoir un impact beaucoup plus important sur une surface plus grande par rapport aux insectes qui fréquentent la réserve. Et on sait que ces vermifuges, c'est des insecticides là, pour la plupart, et ça peut être très très nocif pour certaines espèces. Et on a des espèces protégées, notamment d'insectes qui sont présentes sur la réserve naturelle. Parce que souvent, puis moi le premier, dans l'esprit des gens, les espèces protégées, on parle souvent des grands mammifères. Bon, il y a le lynx par exemple, on a une tentative ici qui n'a pas, enfin sur les Vosges, pas forcément ici, mais qui n'a pas été forcément très très fructueuse. On a un retour du loup qui n'est pas de notre fait, mais on a aussi toujours le débat sur le tétra, la fréquentation du massif et le tétra. Mais on a des animaux plus petits, plus intimistes, comme la chouette de Tengmalm, je crois, certaines de nos réserves. On a son interaction avec le faucon pèlerin par rapport à l'habitat de la chouette. Et puis on a bien sûr des oiseaux comme le pipiste qui va nicher au sol, qui s'appelle le pépite des arbres, mais qui en fait dans les arbres que pour appeler en production, mais qui niche au sol, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est un oiseau qui va nicher au sol. Donc au point de vue dérangement pour les chiens, ça peut être aussi très, très négatif parce que le chien va déranger par exemple la couvée et peut même avoir un instinct de prédation, parce que même les chiens, même s'ils sont domestiqués depuis plusieurs milliers d'années, ils ont un instinct de prédation qui peut avoir lieu. Et les femelles, donc pipites par exemple, comme on entend en ce moment là, peuvent abandonner aussi soit les œufs ou soit les oisillons, quoi. Ok, donc ça c'est quand même pas une grosse contrainte quand on vient ici d'attacher son chien. Moi, c'est une des réserves que je pratique, on va dire régulièrement, même si je passe souvent sur réserve, parce que je peux y venir avec mon chien. Il n'y a pas de contrainte à rester sur le sentier avec mon chien. Alors on voit la cueillette de fleurs interdites. Donc oui, ça c'est les articles qui existent sur pas mal de réserves naturelles. Hein. Les cueillettes sont interdites pour tout ce qui est fleurs, et même tout végétal en fait est interdit de cueillette. Hein. Tu as une flore alpine ici sur la réserve? Oui, on va retrouver des espèces remarquables, comme la grande gentiane, le lys martagon, on va retrouver par exemple le troll d'Europe, de nombreuses orchidées aussi. Alors c'est surtout qu'il faut se dire, voilà, même s'il y a pas mal d'espèces, même si on vient sur la réserve, il existe beaucoup de plantes, on se dit, il y a beaucoup de fleurs, du coup on aimerait bien en cueillir une ou deux, mais ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est que c'est un espace naturel qui est très très fréquenté. On a en moyenne 250 000 personnes qui fréquentent la réserve, donc il faut essayer de se mettre à la place de ces milliers de personnes. Chacun une fleur. Chacun une fleur. Alors il y a certaines espèces où il n'y a pas 250 000 individus. Donc on aurait vite fait d'éteindre certaines populations, quoi. Puis ce qu'on peut voir aussi à travers les réseaux sociaux, Internet, et puis la tendance dans les grands magasins, c'est que la pratique de la randonnée, des pratiques extérieures, j'aime pas parler en anglais, donc les pratiques d'extérieur, la survie, les treks, rando, etc., ça a un essor. Je pense qu'on n'est encore pas à la fin de cet essor. Donc le chiffre que tu annonces de 250 000 personnes risque d'augmenter encore dans les années qui viennent. Oui, alors 250 000 c'est une moyenne, parce que ça va dépendre aussi beaucoup de la météo, parce qu'on a des années très pluvieuses, donc forcément il y a un peu moins de monde, mais ça peut, on estime aussi en fourchette haute, monter jusqu'à 400 000 personnes. Hein. Alors bon, là, c'est pas à peine expliqué, un déchet interdit. Alors là, je peux peut-être même répondre à la question qu'on a posée, c'est qu'il n'y a personne qui est payé pour ramasser, à part toi quand tu passes derrière, puis des promeneurs bienveillants qui vont ramasser d'autres. Il n'y a pas un camion poubelle qui vient toutes les semaines. Alors ça n'existe pas sur les réserves, mis à part le garde qui peut faire ça tourner et puis qui va ramasser les déchets abandonnés. Mais alors, ça c'est une réglementation de la réserve, mais ça vaut aussi en dehors des réserves, bien sûr. C'est citoyen. Voilà. Bon, circulation de véhicules à moteur interdit, bon là on parle, on voit une moto, une voiture. Ici c'est, on va dire motocross, c'est quoi l'interdit? Par contre on a la route des Crêtes qui est juste derrière, qui est autorisée, mais souvent on l'oublie, c'est à 70 km/h. Alors il y a le débat sur les motos, sur la route des Crêtes. Moi je trouve qu'il ne faut pas interdire les motos, parce que sinon les aubergistes vont faire la tronche. On dit qu'ils roulent trop vite, ils ne roulent pas forcément trop vite. Par contre moi je constate souvent des régimes moteurs un peu élevés. Des fois ils sont un peu dans les gaz, même s'ils respectent la limitation. Il suffirait des fois qu'ils lèvent juste un petit peu le gaz et il n'y aurait pas de souci. Enfin ça c'est mon avis. Donc si tu veux dire autre chose en plus là-dessus. C'est juste pour les véhicules à moteur, donc au sein de la réserve naturelle. Voilà, c'est aussi pour le dérangement, par rapport au bruit et par rapport aussi forcément aux dégradations engendrées par les véhicules. Et puis on est sur une zone quand même de respect de la nature et de quiétude, donc ça va de soi que ce soit interdit, quoi. Alors il y a avec ce symbole là, il y a quelque chose qui n'est pas. Les appareils sonores sont interdits. Notamment, on a une société maintenant où on écoute de la musique fort, on joue de la guitare au bord d'un feu de camp. Ça, c'est interdit aussi, pour les mêmes raisons de dérangement, je suppose. C'est ça. Voilà. C'est uniquement pour des raisons de dérangement par rapport déjà aux animaux, mais c'est plutôt aussi par rapport aux personnes qui fréquentent la réserve. Si vous venez vous promener sur la réserve, je ne pense pas que vous ayez envie d'entendre la musique du voisin, et les animaux, eux, encore moins. Surtout qu'eux, ils vont communiquer par son. On les entend bien, les oiseaux communiquer en ce moment. Si vous commencez à élever un petit peu le son, on est
surtout dans une société qui fait beaucoup de bruit, que ce soit en milieu citadin, mais même en milieu rural. Et si on commence à ramener beaucoup de bruit dans les réserves naturelles, il n'y aura plus beaucoup d'endroits un petit peu sauvegardés. Hein. Et on n'entendra plus le pipite qui est là en train de nous engueuler parce qu'à un moment on ne doit pas être là. Donc là, alors, camping interdit. Alors, il y a toujours une nuance dans le milieu extérieur. Les gens font dire attention, je ne fais pas du camping, je fais du bivouac. Parce que là, on parle de camping, mais aussi de bivouac sur ce panneau. Alors là, c'était juste le camping qui est interdit sur la réserve naturelle. Alors le bivouac, il peut être réglementé. Hein, donc il peut être réglementé. Alors nous, on fait la différence entre le camping et le bivouac, c'est que le bivouac, vous vous installez au coucher du soleil et vous repartez au lever du soleil. Et vous ne faites pas de feu, bien sûr, vous montez votre tente et vous partez. Quoi. Donc c'est uniquement ça. Donc là, c'est important de poser la question, parce que des fois on me demande. Alors moi, je pars du principe que je ne bivouac pas ici, parce que je bivouac avec un chien, et c'est pas possible d'attacher le chien tout le temps quand je dors et tout. Donc je fréquente les refuges, ça c'est les gens qui suivent ma page le savent. Mais quelqu'un qui fait le GR5 et qui en a plein des pieds, sera pas obligé de sortir la réserve, il va pouvoir bivouaquer ici s'il ne fait pas de feu. Voilà, bien sûr, le camping c'est sans feu, mais c'est juste au coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. C'est ça qu'il faut retenir, c'est ce qui est important. Et de ne pas laisser de traces, bien sûr, de son passage sur place et de ne pas s'éloigner du sentier. Exactement. Parce que si vous commencez à installer votre toile de tente à 300-400 mètres du sentier, c'est plus du bivouac, là, ça vient du camping. Parce que le bivouac, le but c'est vite de faire une pause et de repartir après sur le sentier. Quoi. Donc on reviendra sur la logique de ne pas aller piétiner des espaces qui seraient habités par une faune. Quoi. Alors bien sûr, on en vient logiquement à l'interdiction du feu, on en a parlé tout à l'heure. C'est pas qu'un problème de protection incendie. Non, il peut y avoir ce problème-là, mais il y a aussi le problème de dégradation du milieu et puis du geste répété. On en parlait tout à l'heure pour la cueillette, c'est exactement la même chose. Pourquoi un feu, pourquoi pas deux, pourquoi pas 250 000? Et là, du coup, on va avoir une énorme place de feu et les 500 hectares de la réserve vont se transformer en place de feu. Quoi, hein. Et toutes les espèces qui sont inféodées à ce milieu ne vont pas supporter d'être brûlées ou d'avoir des amendements dus au charbon de bois et dus à la combustion du bois. Alors, ce que j'explique, moi, c'est que déjà, ne serait-ce que l'odeur de la fumée, c'est typique d'une activité humaine et pas animale. Ça peut effrayer un animal, notamment en prédation nocturne. Un feu de camp, ça fait de la lumière, ça sent. Ça peut gêner un animal en prédation nocturne. Cette nuit-là, il ne mangera pas. La nuit suivante, s'il y a encore un feu, il ne mangera pas. Il va devoir se déplacer et puis aller sur le territoire d'un autre animal. Et puis ça va se bagarrer. Donc tout ça, ça va affaiblir une faune qui, elle, pour qui chaque calorie compte, surtout à l'approche de l'hiver. C'est ça, et on a de nombreuses espèces qui vont faire leur réserve de nourriture pendant la période estivale. Il ne faut pas oublier qu'on est en zone de montagne, même si c'est très accessible. Et elles vont devoir en profiter de chaque journée, de belles journées, pour essayer de faire le maximum de réserves pour pouvoir passer l'hiver. Donc dès qu'il y a que ça peut être du dérangement de n'importe quelle manière, que ce soit avec du feu, que ce soit avec du camping, avec des activités sonores, ça va avoir un impact négatif sur, même si c'est difficile à mesurer, ça va avoir quand même un impact négatif sur la faune. Alors toujours sur le feu, hein, j'entends dire oui mais moi je coupe pas de bois vert, je ramasse que du bois mort, ça nettoie. Ça c'était un parti pris aussi chez les exploitants forestiers, on brûlait tout, les branchages on le brûlait parce qu'une forêt en bonne santé c'était une forêt propre et lisse. On s'est rendu compte que c'était faux, une forêt en bonne santé c'est une forêt où il y a plein de trucs qui traînent et qui pourrissent. Parce qu'un arbre mort, des branches mortes vont d'abord servir d'habitat, ensuite de comestibles à certaines espèces polypores par exemple, des champignons, qui eux-mêmes vont servir de nourriture. Donc on va être dans un circuit de biotope et plus on va brûler ce bois mort qu'on va ramasser sur une zone, on va prendre les champis qui n'est pas une zone protégée, pour trouver du bois mort autour du chalet, il va falloir commencer à marcher un peu plus loin. Donc sur une réserve, on comprend que de ramasser du bois mort ici, on va finalement appauvrir ce renouvellement du biotope. C'est ça, et en plus il faut savoir qu'en forêt, 30% des espèces dépendent du bois mort. Hein. Donc c'est quand même un tiers des espèces, et c'est le cycle naturel du bois qui va finir par se décomposer, mais il y a beaucoup d'espèces qui vont être associées à ce cycle. Alors ça peut être soit associé en tant que nourriture, comme tu disais, ou associé en tant qu'abri ou refuge. Bon, on a souvent des chandelles, qu'on appelle les chandelles, les arbres morts cassés, et ça c'est très important de les conserver. Mais si vous traversez le GR5, alors il y en aura peut-être quelques-uns qui seront coupés en bordure du sentier pour des raisons de sécurité, mais tout ce qui est en dehors, c'est conservé en l'état, bien sûr. On a fait une petite pause pour laisser passer les promeneurs. Donc on a un dernier icône, un dernier symbole qu'on ne voit pas systématiquement sur tous les panneaux de réserve d'ailleurs. C'est la première fois que j'ai vu, c'était ici je crois. Oui, donc c'est la réglementation concernant la cueillette des myrtilles. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur la réserve naturelle, la cueillette des fruits est interdite au départ. Donc tout ce qui est RL, par exemple, ou baie des sorbiers. Il y a une réglementation, il y a eu un arrêté préfectoral qui a été pris donc, en 97 qui va réglementer la cueillette, qui limite à 3 litres par personne et par jour. Ce qui est largement suffisant pour une consommation familiale. Et donc on a un autre arrêté qui a été pris, donc c'est celui-ci, donc c'est l'utilisation du peigne à myrtille, donc qui est interdit donc depuis 2014. Donc là on est là aussi pour faire appliquer la réglementation, pour veiller au bon respect aussi des 3 litres et puis de la non-utilisation du peigne.
Ce qu'il y a de particulier, c'est que voilà, on est sur des zones qui sont très très riches en myrtilles, parce que c'est des zones à myrtilles qui sont très recherchées par les cueilleurs, alors que ce soit cueilleurs familiaux, même professionnels. Et donc ça nous occupe une grosse partie de la saison estivale, c'est l'application de cette règle. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est, parce que finalement, puisqu'elle est réglementée, elle est autorisée, est-ce qu'elle n'est pas incompatible avec l'interdiction d'aller piétiner à certains endroits finalement? Alors ce qu'il ne faut pas oublier, voilà, c'est que sur la réserve naturelle, on a une zone qui est d'accès interdit, au nord de la réserve. Donc on peut voir là, voilà, elle est matérialisée sur la carte, elle est matérialisée sur le terrain, vous avez des piquets tous les 20 mètres. Donc ça c'est une zone de tranquillité pour la faune. Cette zone donc, est interdite toute l'année, que ce soit en hiver ou en été. Par contre sur les autres zones, l'accueil des myrtilles est autorisé donc en dehors des sentiers, si on ne piétine pas non plus les espèces remarquables, hein, bien sûr. Ouais. Donc ça il faut faire attention à ne pas tout piétiner. Et par contre, il faut aussi bien respecter la règle concernant la cueillette. Alors pour les gens du coin, parce que j'ai le nez sous la carte, là c'est facile de faire le malin. Pour ceux qui connaissent, hein, donc cette zone d'accès interdite, elle se trouve quasiment entre là où on est. Hein, et puis le lac Blanc, voilà. Donc là-bas. D'accord, non là-bas, j'ai une bêtise. Au nord, là-bas. Donc quand on connaît un peu le coin, ouais, ça représente quoi? Même pas un tiers? Elle représente environ un tiers de la réserve, ça représente 140 hectares. C'est une zone de quiétude pour la faune, il n'y a pas de sentier donc, qui traverse cette zone. Et donc l'intérêt, c'est aussi que les animaux puissent avoir des zones de refuge hein, pour être tranquilles une partie de la journée. On la voit bien quand on roule là, elle est tous les 10-15 mètres, même pas. Voilà, tous les 15-20 mètres, on a des panneaux qui matérialisent bien cette zone. Donc elle a été créée en 90, donc juste après la création de la réserve. Donc c'était un arrêté préfectoral qui a été pris donc, pour venir compléter le décret de création. Pour revenir à la myrtille, donc pourquoi on a aussi de cette réglementation, ça c'est important. Parce qu'on va avoir, comme on le disait tout à l'heure, on a parlé un petit peu des espèces qui vont faire leur réserve de nourriture. Et la myrtille, c'est une des grandes sources de nourriture pour de nombreuses espèces. Alors que ce soit pour la vie faune, hein, tout ce qui est oiseaux, aussi pour les mammifères, hein, vous avez les renards, même les chamois hein, qui vont venir manger la myrtille. Et ça va leur permettre de faire des bonnes réserves de graisse pour passer l'hiver. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espèces qui vont hiberner. Dans le massif vosgien, elles vont pas hiberner, elles vont quand même passer l'hiver, elles vont courber le dos pendant toute la période hivernale et elles vont utiliser toutes les réserves qu'elles ont faites pendant cette période estivale. Elles vont consommer aussi des épines de résineux, souvent en hiver on n'aura pas grand chose de vert finalement. Je crois que c'est le cas du tétra, à part la myrtille en réserve au beau jour, en hiver il a quasiment rien à manger et le moindre dérangement va l'épuiser. Voilà, il suffit de quelques dérangements dans la saison hivernale. Hein, 3 dérangements, selon certaines études, suffisent à en fait, empêcher la reproduction au printemps et même sa survie. Hein. Donc même si on se dit, voilà, on va faire du hors-sentier sur certaines zones, non, il faut bien respecter les sentiers, c'est important. Mais on a aussi le fait qu'il puisse aussi faire ses réserves en période estivale. Parce que si on ne le dérange pas en hiver, mais qu'en période estivale, on va le déranger pendant qu'il va se nourrir, ça va être contre-productif. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des zones de quiétude toute l'année. Okay. Bon, on a fait le tour des panneaux, on va refaire un petit tour et puis on va aborder, je crois, au prochain chapitre. Là, on parle un petit peu d'explication, on est dans la pédagogie et dans la bienveillance. On va expliquer ce que ça coûte de s'en foutre en fait. Parce que quand on ignore la loi, c'est une chose, mais quand on passe au-dessus, c'est une autre. Après l'explication de Cyril, finalement, on comprend que toute la réglementation sur ces espaces naturelle protégée n'est pas faite de stricte interdiction. On va surtout trouver des encadrements, des aménagements. Et par exemple, malgré le fait que la cueillette des fleurs et des baies soit normalement strictement interdite sur un espace naturel comme celui du Tanné-Gazon du Fin, on va pourtant autoriser les gens à pouvoir y cueillir des myrtilles. Et malgré la qualité et la cohérence des explications de Cyril, le garde de la réserve, certaines d'entre vous vont peut-être penser que cette réglementation est encore trop draconienne, trop liberticide pour eux. Et donc, si le bon sens et les bonnes volontés ne suffisaient pas, ces espaces sont aussi protégés non seulement par leur gestion, mais aussi par la sanction des mauvais comportements. Cet aspect répressif sera abordé dans le 3e épisode de ce reportage. Pour l'heure, le 2e épisode est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine.